Merci et merci pour l'invitation. Donc le travail que je vais présenter, c'est un travail qui est joint avec mon collègue Benjamin Jourdain et un ancien postdoctorant, Jacopo Corbetta. Et donc je vais présenter un peu déjà la structure de l'exposé. Donc je vais déjà motiver pourquoi on est intéressé à échantillonner des mesures dans l'ordre convexe, quelle est la motivation numérique. Et puis je commencerai par traiter le cas de la dimension 1, où en fait, par rapport à notre problème numérique, disons, on n'a pas forcément besoin de la projection au sens de Wasserstein. Et ensuite, j'expliquerai comment on peut se servir des projections de Wasserstein pour construire des mesures dans l'ordre convexe, et ensuite aussi comment on s'en sert d'un point de vue numérique pour faire des méthodes numériques. Et donc après, je donnerai des illustrations sur ce que ça donne, et notamment pour l'approximation de problèmes de contrôle optimal martingale. Donc déjà, juste un transparent pour rappeler ce que c'est l'ordre convexe. Donc on va dire que deux variables aléatoires x et y de loi mu et nu sont dans l'ordre convexe, si et seulement si, pour toute fonction phi qui est convexe, eh bien j'ai cette inégalité. Dès que les espérances ont un sens, eh bien, je dois avoir cette inégalité. Et dans ce cas-là, j'ai noté que x est plus petit que y dans l'ordre convexe, ou bien que, si je parle des lois, que mu est plus petit que nu dans l'ordre convexe. D'accord ? Il y a un résultat très important, enfin, qui caractérise l'ordre convexe, qui est dû à Strassen en 1965, qui dit que, bon, je me place dans le cas intégrable, eh bien, mu est plus petit que nu dans l'ordre convexe, c'est seulement s'il existe un noyau martingale qui va envoyer mu vers nu. C'est-à-dire que quand je compose mu avec le noyau Q de x de y, je retrouve bien la mesure nu. Et le fait d'être martingale, c'est écrit ici, c'est le fait que quand je pars de x et je moyennise selon ce noyau, eh bien, je retrouve bien x. D'accord ? Donc par la suite, je noterai πm l'ensemble des couplages martingales entre mu et nu. Un petit point historique, ça n'a pas d'importance. Je pense que Strassen a redécouvert un résultat de Littlewood qui était connu au moins 30 ans avant sur ce qu'on appelle l'ordre de Littlewood, qui est exactement cette comparaison convexe entre deux fonctions, qui est la comparaison de leurs intégrales convexes. Et donc ça, il y a des très vieux résultats d'analyse sur d'inégalité de Hardy-Littlewood et des résultats comme ceci. Hein. Très bien. Non, mais alors la faute est partagée parce qu'en fait, je pense que dans toute notre communauté, effectivement, on a tendance à citer Strassen. Oui, mais ça ne me surprend pas. Il y a tellement d'exemples comme ça, c'est pas du tout surprenant. Voilà. Donc, très bien. Et donc maintenant, je vais expliquer pourquoi on s'intéresse à ce genre de problème en finance, et je vais expliquer les problèmes de transport optimal martingale. Donc on regarde un processus de prix qui peut être plusieurs actifs. Donc j'ai noté ça ST. Et on suppose que l'on connaît les lois à deux dates distinctes, disons ST1 et ST2, que j'ai appelé mu1, mu2. Et ce qu'on veut après, c'est de calculer le prix d'une option qui va payer une fonction, donc C de ST1, ST2, à l'instant T2. D'accord ? Et donc, ce qui se passe, c'est que, d'après les théories en mathématiques financières, eh bien, si je veux trouver le prix de cette option, je dois calculer le prix dans une probabilité dite risque neutre, parce que ce sont les probabilités sous lesquelles on sait que c'est équivalent à l'absence d'arbitrage, et il peut y en avoir plusieurs de ces probabilités. D'accord ? Et donc, en fait, il peut y avoir plusieurs prix possibles selon le choix de la probabilité qu'on va prendre. Et l'ensemble des prix possibles, en fait, c'est donné par cette intégrale. Donc, c'est l'intégrale de C, donc c'est la moyenne de C contre une probabilité martingale entre mu1 et mu2. D'accord ? Et on s'intéresse aux bandes de prix, soit à savoir quel est le plus grand prix possible, soit le plus petit prix possible. Alors, ça, c'est écrit dans le cas avec deux marginales. On peut le regarder avec plusieurs marginales. Et en fait, on peut aussi interpréter les bornes de prix comme des façons de surrépliquer, d'être sûr de surrépliquer ou sous-répliquer l'option. D'accord ? Donc, quelque part, il faut voir ces bornes de prix comme une manière d'évaluer le risque de modèle. En général, les praticiens choisissent un modèle et on veut savoir où le prix donné par ce modèle se situe par rapport à tous les prix possibles.
D'accord. Et donc après, pour regarder ça d'un point de vue numérique, un choix, enfin une méthodologie naturelle, c'est de discrétiser les mesures. Donc j'appelais MUI et NUJ des approximations de mu et nu. D'accord. Et dès qu'on fait des approximations, en fait, on n'a aucune garantie de conserver l'ordre convexe entre mu et NUJ. Donc, par exemple, si on pense à des mesures empiriques, donc quand on regarde l'ordre convexe, ben en particulier, ça implique l'égalité des moyennes, enfin des espérances. Et dès qu'on travaille des échantillons IID, la moyenne empirique, il n'y a aucune raison qu'elle soit égale. Donc, en général, on n'est pas dans ce cadre-là. On n'a pas cette inégalité. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est les modifier ces approximations légèrement, soit construire mutil I ou bien mutil J, qui va modifier mu I, de telle façon qu'on va récupérer l'ordre convexe. Alors pourquoi? Parce qu'après, nous, ce qu'on a en tête, c'est regarder le problème précédent, mais sur ce problème discrétisé. Et donc, on peut regarder le problème de martingale optimal, de transport optimal martingale sur ces lois discrètes. Et dans ce cas-là, c'est un problème linéaire, d'optimisation linéaire. Donc, on cherche à minimiser ou maximiser cette quantité sous les contraintes d'avoir les bonnes lois marginales et puis d'avoir un noyau martingale ici. Et pourquoi c'est indispensable d'avoir l'ordre convexe entre les mesures discrètes? Parce que si on n'a pas l'ordre convexe, en fait, cet ensemble est vide. On ne pourra jamais trouver des couplages où il y a de couplage martingale. Et donc, en fait, le solveur linéaire, il n'a rien à trouver, il travaille sur un ensemble de contraintes vides. Voilà, alors l'application, en fait, toujours pour revenir à l'application pratique, ce que font les praticiens, en général, ils calibrent un modèle, d'accord? Donc ça veut dire quoi, calibrer un modèle? C'est qu'ils vont chercher un modèle diffusif ou peu importe, qui va avoir les bonnes lois marginales en fonction qui sont observées sur le marché, et vont se servir de ce modèle pour calculer précisément ce genre de prix. Et ce genre de prix, pour les calculer, la méthode usuelle, c'est de faire une méthode de Monte Carlo, donc de travailler précisément avec des lois empiriques, ici pour MUI et NUJ. Et donc ce qu'on veut faire, c'est en même temps, quelque part, proposer une méthode qui en même temps, de toute manière, on va calculer le prix de l'option, va être capable de donner les bornes de prix. Alors, quelles sont les méthodes qui existent pour approcher une mesure dans l'ordre convexe? Alors déjà, je dois mentionner la quantification. Alors, la quantification duale, elle préserve l'ordre convexe en dimension 1, et en général, elle produit toujours une mesure qui est plus grande dans l'ordre convexe. C'est par construction, quelque part, ce qu'on fait dans la quantification duale. En fait, on se donne un maillage, et puis, quelque part, disons, toute la masse qui est sur ce triangle-là, on va la répartir sur les points. Donc, par construction, en fait, on fait quelque chose qui est plus grand dans l'ordre convexe. La quantification primale, en fait, c'est l'inverse. On se donne des points, et puis après, on va calculer, en gros, un diagramme de Voronoi, et puis on va chercher à mettre toute la masse des cellules sur un point. Et donc, en faisant cette opération, naturellement, en fait, on va réussir à construire donc une mesure qui va être plus petite dans l'ordre convexe. Mais l'inconvénient, c'est que, déjà, il faut que, si on travaille avec des mesures empiriques, ce n'est pas forcément un inconvénient, mais il faut que mu et nu soient à support compact. Et puis, surtout, ça ne marche que pour deux marginales, parce que je vais avoir un minorant et puis un majorant ici. Mais si je voulais avoir plusieurs marginales, je ne pourrais pas réitérer cette construction. Alors, finalement, il y a peu de résultats enfin, peu d'études tellement sur ce problème. Et par contre, en dimension 1, il y a un résultat qui est dans la thèse de David Baker, qui nous dit que si mu et nu sont dans l'ordre convexe, alors on peut construire, donc il faut connaître les intégrales des quantiles, des fonctions quantiles, mais on peut construire des mesures mu et nui qui vont garder l'ordre convexe. Voilà, alors je vous ai dit, nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est pour des échantillons IID. Et une première idée naturelle, pour essayer de récupérer l'ordre convexe, c'est de dire, d'accord, on a vu qu'il faut au moins que les moyennes soient égales.
eh bien, on va modifier les mesures empiriques de telle sorte qu'on les translate pour qu'elles aient toutes les deux la même moyenne. Alors toujours par rapport à l'application financière, en général, la moyenne est connue parce que c'est le prix des actifs qu'on voit aujourd'hui. En général, pour les applications qu'on a en tête, M est connu. Mais si M n'était pas connu, ben on pourrait de toute manière éventuellement les translater de telle sorte qu'elles aient de toute manière la même moyenne. Donc en prenant par exemple X bar I ici et X bar I là. D'accord. Alors ce qu'on peut espérer, c'est d'avoir des résultats du type asymptotiquement, donc à partir d'un certain M, eh bien on va récupérer l'ordre convexe. Donc c'est vrai, enfin on l'a prouvé dans le cas très simple en dimension 1, mais normalement c'est vrai, mais le problème de cette approche, c'est qu'en fait c'est une approche uniquement asymptotique, et donc il faut avoir M potentiellement qui est assez grand, donc avoir un nombre assez grand de points. Par exemple, si je me donne des lois log normales avec ces paramètres-là, avec sigma qui vaut 0,24 et 0,28, eh bien, au bout de 100, donc si je regarde juste un échantillon avec 100 valeurs, eh bien, la probabilité d'être dans l'ordre convexe, en fait, elle est encore inférieure à 1,5, et c'est 0,45. Donc, alors, pourquoi c'est gênant? Parce que, encore une fois, nous, ce qu'on a en tête derrière, c'est résoudre ce problème-là. D'accord? Or, ce problème-là, j'ai dit c'est un problème linéaire, donc il y a déjà des algorithmes bien développés pour résoudre ça. Le problème, c'est que la dimension de ce problème linéaire, c'est I fois J. D'accord? Donc, c'est la dimension de R et J. Et si I égale J égale 100, ça fait déjà 10 000. Et en fait, d'un point de vue numérique, bon, on peut aller un peu au-delà, mais on ne peut pas non plus... on peut peut-être monter à 1000, mais on ne peut pas prendre des très, très grandes valeurs. Donc on a besoin d'une approche non asymptotique qui va nous permettre de récupérer l'ordre convexe. C'est ça notre motivation. Et donc, je vais commencer par présenter le cas de la dimension 1, où là, on peut se passer... en fait, il y a déjà d'autres outils qui permettent de faire le travail sans faire de projection Weierstein. Même si on le verra, en fait, dans le cas de la dimension 1, on est capable de calculer les projections Weierstein, dont je vais parler. Donc, je vais noter P-ρ l'ensemble des mesures de probabilité qui ont le moment d'ordre ρ fini. F mu, ça va être la fonction de répartition de mu. F bar mu, c'est la fonction de survie, enfin de 1 moins la fonction, enfin pas tout à fait, c'est la probabilité d'être plus grand ou égal à x. Et puis je note f-1 de mu, le quantile, enfin un quantile qui est défini comme ceci. Et on va donc regarder phi mu qui est l'intégrale de la fonction de répartition, donc qui est l'intégrale de cette fonction-là, qui est convexe décroissante en x. Et phi bar mu, ça va être ces intégrales-là. Donc ça ressemble au potentiel, c'est pas tout à fait les potentiels. Les potentiels, c'est avec la valeur absolue, mais bon, c'est tout à fait équivalent, disons. Et donc on peut caractériser l'ordre convexe de la façon suivante. Mu est plus petit que nu dans l'ordre convexe, c'est seulement si elles ont même moyenne et je sais comparer ces fonctions phi mu et phi nu. Ou bien, c'est équivalent encore à dire qu'elles ont même moyenne et je compare les fonctions, toutes les fonctions phi bar. Ou bien on a une caractérisation via les quantiles, donc ça c'est écrire avec les quantiles qu'elles ont même moyenne, et j'ai cette inégalité sur les quantiles. Alors pour passer de là, de 3i à 4i, en fait c'est juste une écriture, ça ce sont des fonctions convexes, et en fait c'est l'écriture avec la transformée de Legendre. C'est le même résultat. Et donc, grâce à ce résultat, on peut déjà caractériser l'ordre convexe pour des mesures discrètes en dimension 1. Donc, deux mesures discrètes vont être dans l'ordre convexe. Donc, je suppose que je vais redonner les xi et les y. Si et seulement si, bon, déjà, il faut qu'il y ait une condition de support. Donc, il faut que y1 soit plus petit que x1 et xj plus grand que xi. Et puis, il faut comparer les phi entre les valeurs, pour les valeurs yj qui sont comprises entre x1 et xi. Et puis il faut avoir les mêmes moyennes. Voilà. Alors maintenant, je vais introduire les ordres convexes croissants et décroissants.
Alors leur définition, c'est la même définition, si ce n'est que je vais supposer l'égalité vraie seulement pour les fonctions convexes croissantes ou seulement vraie pour les fonctions convexes décroissantes. D'accord. Et donc en fait, mu va être plus petit que nu dans l'ordre convexe croissant. Si je peux comparer les fonctions phi bar, donc les fonctions phi bar, elles étaient là. Donc si vous regardez, elles sont bien croissantes, c'est x moins t+, donc c'est croissant en x, et c'est bien convexe. Donc l'ordre convexe croissant, c'est la même chose que comparer les fonctions phi bar, et c'est la même chose que comparer séquentile là, et de façon tout à fait analogue, être dans l'ordre convexe décroissant, c'est comparer les fonctions phi. Donc par exemple, si je suis dans l'ordre convexe croissant, j'ai seulement une inégalité sur les moyennes, je sais que l'espérance sous mu est plus petite que l'espérance sous mu. Et puis en fait, on voit que l'ordre convexe, c'est la même chose que être dans l'ordre convexe croissant et avoir égalité des moyennes, ou avoir à la fois l'ordre convexe croissant et l'ordre convexe décroissant. Voilà, et puis bon, ces notions sont assez équivalentes. Dès qu'on passe de la loi de x à la loi de moins x, l'ordre convexe croissant devient de l'ordre convexe décroissant. Alors ce qu'on va utiliser, c'est la structure de treillis. En fait, ce qui a été montré, c'est que l'ensemble des probabilités sur R qui sont intégrables sont des treillis complets pour ces ordres-là. D'accord. Donc on peut définir notamment le sup de deux mesures ou l'inf de deux mesures qui satisfont ces propriétés-là. D'accord. Et donc comme un sup et un inf usuel. Et en plus, on peut calculer, exprimer la fonction de répartition du sup ou de l'inf par ces formules-là. Donc, quand je prends le suprêmum pour l'ordre décroissant, ça revient à faire le maximum de ces fonctions-là, sur les intégrales. Et quand je prends le minimum, ça revient à prendre l'enveloppe convexe du minimum de ces deux fonctions-là. Et donc ça, c'est pour l'ordre décroissant. Et pour l'ordre croissant, on a des formules tout à fait analogues. Et on a aussi des formules analogues sur les quantiles qui sont données là. Donc ça, c'est intéressant pour nous parce que ça nous permet en fait de calculer ces objets-là. Parce que lorsque mu et nu sont des mesures discrètes, dans ce cas-là, ce qu'on sait, c'est que bien, ces intégrales vont être des fonctions qui vont être linéaires par morceau, affines par morceau. Et donc, on sait calculer, ça va être très facile à calculer à la fois la mesure suprêmum et infimum. Alors nous, ce qu'on veut, c'est pour avoir des mesures, à partir de mesures mu et nu intégrables, on veut pouvoir définir un inf et un sup, tel que à chaque fois mu sera plus petit que le sup pour le vrai ordre convexe, pour l'ordre convexe, et mu est plus petit que nu. Le minimum, je veux qu'il soit toujours plus petit que dans l'ordre convexe que nu. D'accord. Et comment on fait? Eh bien, simplement, il faut comparer et regarder quelle est la moyenne la plus grande. Donc, si nu a une plus grande moyenne que nu, on va le définir par l'ordre l'inf, on va le définir par l'inf de l'ordre convexe décroissant, et sinon par l'inf de l'ordre convexe croissant. D'accord. Et comme je l'ai dit, quand mu et nu sont discrètes, on est capable de calculer ces mesures-là. D'accord. En plus, on a un temps de calcul qui est en. Donc, si je prends des mesures empiriques avec i et j points, le temps de calcul c'est en grand O de i plus j. Et si on a besoin en plus de les ordonner, c'est en grand O de i log i ou plus j log j. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement rapide, disons, de calculer ces mesures-là. Et donc, le résultat qu'on a d'un point de vue asymptotique, c'est donc quand on travaille avec des mesures empiriques, mu i et nu j, et que mu est dans l'ordre convexe est plus petit dans l'ordre convexe que nu, ce qu'on espère, c'est que si i et j sont assez grandes, eh bien mu i va être proche de mu et mu i inf nu j va être proche de nu et mu i sup nu j va être proche de nu. Donc c'est ce qu'on a. En fait, on a des convergences. Donc ça converge presque sûrement, faiblement vers mu et nu. Donc on a bien ces résultats-là. Donc ça nous dit bien que si i et j sont assez grands, on va être proche l'inf qu'on construit. Donc soit ce sup-là, mu i sup nu j, soit lui va être proche de nu, donc je répète, et cet inf-là va être proche de mu.
Donc maintenant, j'ai regardé ce que ça donne d'un point de vue numérique. Donc pour approcher un problème de transport martingale, qui est un exemple un peu joué là, parce que je connais, on est capable de le résoudre explicitement. Donc je regarde le cas où mu, c'est la loi uniforme sur moins 1, 1, et nu, c'est la loi uniforme sur moins 2, 2. D'accord ? Et je regarde le problème de transport optimal martingale qui consiste à minimiser cette quantité-là pour tous les couplages martingales, avec ρ qui est plus grand que 2. D'accord ? Alors ce qu'on sait pour les couplages martingales, c'est que lorsque ρ égale à 2, en fait, tous les couplages martingales ont le même coût. Ça, c'est la propriété de martingale, parce que quand je développe le carré, eh bien, le produit scalaire, le 2y scalaire x, je vais pouvoir prendre l'espérance conditionnelle dedans, et donc ça va me redonner l'intégrale de x2 de mu de dx. J'en ai moins 2 fois, et puis quand j'ai développé, j'ai le plus qui vient de là. Donc ça me fait bien moins ça. Donc vous voyez que cette quantité ne dépend que de nu et de mu, et pas du tout du couplage. Et dans l'exemple que j'ai pris, ça vaut 1. D'accord ? Et par l'inégalité d'Jensen, bah, clairement, on sait que le coût minimal est plus grand que 1. Et après, c'est facile de voir qu'en fait, si je prends le couplage suivant qui est, je tire une loi uniforme sur moins 1, 1, et puis après, avec probabilité 1,5, je fais soit plus 1, moins 1, eh bien, je récupère la borne 1. Parce que là, à chaque fois, les carrés de 1, donc ça va bien réaliser ce minimum. Alors maintenant, on regarde numériquement ce que ça donne, avec soit les mesures, donc mu-i et nu-i sont des mesures empiriques, avec, j'ai pris un échantillon avec 100 valeurs, ρ vaut 2,3 là sur cet exemple, ça ne joue pas vraiment. Et donc je regarde le transfert optimal entre mu-i inf nu-i et mu-i, et celui entre mu-i et mu-i sup nu-i. Donc ça c'est à gauche et ça à droite. D'accord. Alors, ce qui est tracé en rouge, c'est le transport optimal dans le cadre continu. Donc, c'est ce qu'on a dit ici. Ce sont les droites x plus 1 et x moins 1. D'accord. Et ce que j'ai tracé en bleu, c'est les points qui sont obtenus une fois qu'on a fait le programme de minimisation discrète et qui est donné par le couplage donc optimal discret. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'elle se concentre bien autour des deux valeurs. Mais ici, vous voyez que ce n'est pas terrible. Il y a quelques points en dehors. Et de même, avec l'autre choix, vous voyez qu'elle se concentre relativement bien sur les droites, mais là, j'ai quelques problèmes par rapport au transport. Et la raison, en tout cas heuristique de ça, c'est que avec la façon dont on a défini l'inf, mu-i inf nu-i, donc la définition est donnée ici, eh bien, en fait, ça nous garantit d'être plus petit que nu dans l'ordre convexe, donc on sait qu'on sera avec un support dans moins de 2, mais rien ne garantit que cette mesure-là est plus petite que mu-i dans l'ordre convexe. Mu-i inf nu-i, elle est plus petite que nu-i dans l'ordre convexe, mais elle n'est pas forcément plus petite que mu-i. Donc rien ne me garantit que son support est en gros dans moins 1, 1, et c'est ce qui se passe, en fait, il y a quelques points qui sont en dehors et en fait qui dégradent l'affaire. Donc tout ça pour motiver le fait de recentrer et de considérer les lois mutiles et nutiles qui sont en gros les moyennes empiriques, mais recentrées en 0, donc j'ai enlevé la moyenne. Et dans ce cas-là, je refais la même chose, et vous voyez que les points, cette fois-ci, sont bien encore autour se concentrent autour de la limite continue. Et là, j'ai plus d'effet comme tout à l'heure, parce que maintenant, une fois que j'ai égalisé la moyenne, eh bien, je sais que cet infimum est à la fois plus petit que nu-til de i dans l'ordre convexe, mais aussi plus petit que mu-til de i dans l'ordre convexe. Et comme mu-til de i prend essentiellement ses valeurs entre moins 1 et 1, ben, je vais bien avoir, je ne vais pas avoir de valeur un peu anormale comme là. Donc voilà, donc ça, c'est déjà quelque chose d'important à avoir en tête d'un point de vue numérique. Et puis après, on peut regarder ce que ça donne sur l'approximation de la valeur. Donc là, ce que j'ai fait, ce qu'on a fait, c'est 100 fois, on a tourné 100 fois l'algorithme, et on a calculé la moyenne qu'on observait, on a regardé aussi l'écart type. Et donc, sans égaliser les moyennes, on voit qu'on est encore très loin de la bonne valeur, on devrait trouver 1 sur le transport optimal, alors que quand on égalise, on est beaucoup plus proche.
Et en plus, on réduit l'écart type. Donc on a un intervalle de confiance, donc il faut diviser ça par 10 et multiplier par 1,96 pour avoir l'idée de la largeur de l'intervalle de confiance. D'accord. Et ce qu'on constate aussi, c'est que par contre, il y a très peu d'intérêt entre le sup et l'inf qu'on a défini. Il n'y a pas d'intérêt entre l'un et l'autre. Donc voilà pour ce qui se passe en dimension 1. Maintenant, ce qu'on veut, c'est généraliser ces constructions en dimension plus grande. Et bon, la première idée naturelle, c'est de dire, est-ce qu'on ne peut pas continuer à faire ce qu'on a fait? Mais ça, c'est pas possible, parce qu'il y a un résultat donné par Muller et Scarsini qui donne que l'ensemble des probabilités n'est plus un treillis pour l'ordre convexe croissant ni pour l'ordre convexe décroissant. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est la même chose, c'est-à-dire on veut définir un inf et un sup, donc ils ne seront plus vraiment des infs et des sup parce qu'il n'y a plus de structure de treillis, hein, mais définir l'équivalent de ces mesures qui vont être telles que on va être plus petit que nu dans l'ordre convexe ou bien plus grand que nu dans l'ordre convexe. Et ce qu'on veut, c'est que si on est entre guillemets pas loin de l'ordre convexe, cette construction ne modifie pas trop nos mesures. Et un point important, c'est qu'on veut être capable aussi numériquement de calculer une de ces deux mesures pour pouvoir approcher le problème transport optimal discret que j'ai présenté. D'accord. Et un choix naturel, du coup, c'est de regarder des projections, donc, enfin, pour une distance, et donc le choix qu'on va prendre, c'est la distance de Wasserstein. Donc ce qu'on a, c'est qu'on a nu qui est plus petit que on a mu qui est plus petit que nu dans l'ordre convexe. Nous, on travaille avec des mesures approchées, nu et mu. Et puis, on va regarder, en gros, l'ensemble des états qui sont plus petits que nu dans l'ordre convexe. Et ce qu'on va faire, c'est projeter, c'est-à-dire trouver le état qui minimise, qui est plus petit dans l'ordre convexe que nu, mais qui minimise la distance avec mu. Donc ça, c'est ce qu'on va dire, ça va être la projection Wasserstein. Donc c'est assez naturel. Et après, bien sûr, on fera aussi la même chose pour le... Donc ça ce serait un peu l'analogue de la construction de l'inf, dans le cas de la dimension 1. Et après, on pourrait faire aussi la même chose pour un analogue du sup. Donc, voilà, donc je rappelle ce que c'est la distance de Wasserstein. Donc je me donne pi, c'est l'ensemble des couplages entre mu et nu. OK. Et la distance de Wasserstein, on regarde l'infimum parmi tous les couplages entre mu et nu de la distance, donc x moins y puissance ρ, et tout à la puissance 1 sur ρ. D'accord. Et donc, comme j'ai dit, on veut trouver état, donc parmi toutes celles qui sont plus petites que nu dans l'ordre convexe, qui va minimiser la distance de Wasserstein avec mu. Alors ça, c'est le problème qu'on veut résoudre. Et pour le résoudre, on va regarder un problème qui est proche, mais un petit peu, qui est énoncé de façon un peu différente. On va regarder pour n'importe quel noyau Markov, donc noyau de probabilité Q de x dy, qui est tel que qui envoie mu vers nu. D'accord. Donc on va supposer qu'on va regarder les noyaux de transition qui envoient mu sur nu. Et on va définir mq de x, c'est la moyenne de y selon ce noyau. Et bon, mu fois q, ça c'est la définition usuelle. Et ce qu'on veut faire, c'est minimiser la quantité suivante, c'est x moins la moyenne sous ce noyau de x, pris au point x, puissance ρ. D'accord. Alors, pourquoi donc, je vais peut-être énoncer le résultat. En fait, ces deux problèmes sont équivalents. Et donc je note P bar de nu, c'est cet ensemble-là, c'est l'ensemble des états, des mesures de probabilité qui sont plus petites que nu dans l'ordre convexe. Eh bien, en fait, les deux problèmes sont les mêmes et les infs sont des mines. Et en plus, si je regarde pour chaque noyau de Markov qui réalise l'infimum,
je peux m'intéresser à la fonction MR étoile, donc, qui est la moyenne. Donc c'est quand je fais la moyenne selon le noyau. Eh bien, elles sont toutes égales mu dx presque partout. Et donc, ça nous permet de définir la mesure, la projection, qui est simplement le push forward, donc l'image de mu par cette MR étoile. Et c'est elle, l'unique mesure qui va réaliser l'inf. Et il y a un unique transport plan, ensuite, pour la distance de Wallerstein entre mu et eta. Et ce transport, c'est une map, c'est une application qui, à x, associe MR étoile de x. D'accord. Alors, juste un mot, c'est que il y a une littérature relativement importante, il y a pas mal de travaux assez récents sur la projection de Wallerstein, notamment dans le cadre L2, par Alibert, Bouchité et Champion, Backhoff, Veraguas et Beigelbock, Gozlan et Juillet, et probablement j'en oublie d'autres. Et donc, je reviens juste sur ce théorème. Donc, comment on le prouve? Eh bien, c'est assez simple quelque part, parce que ce qu'on a, c'est déjà ce qu'il faut voir pour une application. Si je me prends un noyau qui est tel que mu q égale à nu, eh bien, quand je fais l'opération de moyenne, mq de x, eh bien, ce qui se passe, c'est que, naturellement, l'image de mu par mq, par construction, elle sera dans l'ordre convexe. D'accord. Et donc, quand je fais, ce qui est clair, c'est que je fais moins bien que la Wallerstein. Donc, si je regarde le min, l'inf sur les gyros de Q, eh bien, c'est forcément moins bien que l'inf pour les états plus petits que nu dans l'ordre complexe de W rho. Il faut que je mette une puissance rho parce qu'il n'y a pas la puissance rho dans J rho de mu état. D'accord. Et pour l'autre sens, comment on fait? Bien, ce qui se passe, c'est qu'on va prendre une suite minimisante pour ce problème-là, et on peut montrer que en fait, la suite minimisante, elle va être tendue, et de même pour le transport optimal. Et donc, en fait, ça va être réalisé par l'inf, il va être réalisé pour un état étoile, et puis je vais avoir un transport optimal, enfin, un couplage optimal, puis x, pi dx dy, qui va s'écrire sous la forme mu de dx, eh bien, un noyau de transition que je vais noter R étoile de x dy. D'accord? Donc ça, il va réaliser cet infimum. Mais après, quand je prends la moyenne par l'inégalité de Jensen, forcément, ce qui est clair, c'est que par Jensen, eh bien, je vais avoir que cet inf, ça va être plus grand que J rho de R étoile puissance 1 sur E. Donc finalement, ben, comme c'est réalisé, c'est forcément du coup réalisé par un noyau de transition, et donc ça montre l'égalité des deux quantités. Et d'autre part, après, quand ρ est plus grand que 1, eh bien, on peut montrer que forcément, ce noyau, c'est une application, c'est donné par delta MR étoile dy, parce que si ce n'était pas le cas, en prenant une combinaison convexe de deux solutions, on pourrait améliorer l'inf. Voilà, alors maintenant, on va appliquer ça au cadre discret. Et donc je me donne deux mesures empiriques. J'ai mu et nu. Et donc, je me donne deux mesures empiriques mu i et nu j. Et ce que je sais par le théorème précédent, c'est que pour calculer la projection, il y a un transport qui m'envoie de mu i vers la projection. D'accord? Ça veut dire que je peux envoyer les xi sur des points x tilde i. D'accord? Et les poids seront les mêmes. D'accord? Et ce que je sais, c'est, du coup, comme les x tilde, comme cette mesure va être optimale, je peux écrire les x tilde i sous forme de combinaison convexe des yj de la façon suivante.
avec Q étoile, c'est une matrice de transition qui est optimale pour ce problème-là. Donc c'est le même problème en discret. Alors de la même manière que pour le problème précédent, le R étoile là n'était pas forcément unique. Ce qui était unique, c'était le MR étoile. De la même manière ici, eh bien, ce qui est l'optimisation de ce problème en Q ne donne pas forcément une unique matrice Q étoile, mais les points X tilde en revanche vont être uniques. Et ce qui est très intéressant d'un point de vue, sur l'application, c'est que quand je vais prendre ρ qui est égal à 2, eh bien ce problème-là, c'est un problème qui est bien connu. C'est un problème de minimisation quadratique avec des contraintes linéaires. Donc à nouveau, je vais pouvoir m'appuyer sur des solvers qui existent et qui sont bien développés et qui ont été optimisés. Alors maintenant, on s'intéresse aussi, une fois qu'on a vu ça, on s'intéresse à savoir quelle est la précision de cette construction. Et ce qu'on veut, c'est quantifier lorsque mu est proche de mu, et nu j est proche de nu. Ce qu'on veut, c'est est-ce que cette projection va bien être proche de mu, comme on l'espère. Et donc on peut montrer, donc je vais montrer ça dans le slide suivant. On peut montrer que la distance de Wasserstein, ρ, entre mu et sa projection, eh bien, elles sont majorées par, en gros, ces distances de Wasserstein entre mu et mu et nu et nu j. Donc dans le cas où on a des mesures empiriques, eh bien, on sait qu'on a convergence de ces quantités vers 0, donc on va bien avoir la projection qui va être proche de mu, in fine, quand I et J seront bons. On peut même avoir des vitesses. Il y a un travail assez récent de Fournier et Guillain qui, bon, là j'écris juste une spécification, mais qui donne des vitesses de convergence de ces quantités-là, de la mesure empirique de mu vers mu. Et donc si on prend par exemple des moments de ce type, eh bien, on a des vitesses en log de I sur I puissance 1 sur D sup de ρ. Voilà. Donc on a des vitesses de convergence qui existent déjà dans la littérature. Et là, j'ai énoncé avec 2 marginales, mais on peut étendre ça à plusieurs marginales ce résultat sans problème. Alors juste un mot sur la preuve de ce résultat-là. Eh bien, comment on fait? On va utiliser la formulation avec J-ρ, d'accord, avec ça. Et je vais construire un noyau de Markov particulier entre mu et nu. D'accord? Alors comment on fait? On va passer par... entre mu et nu j. Donc on va partir de mu, on va transformer par un noyau qui nous mène en mu. De mu à nu, on sait qu'elles sont dans l'ordre convexe, donc on va pouvoir prendre un noyau martingale. Et ensuite, on va envoyer nu vers nu j, à nouveau par un noyau qui va être optimal pour la distance de Wasserstein. Donc, en gros, on va de mu i, on l'envoie sur mu avec un couplage W-ρ optimal. Mu, on l'envoie sur nu par un couplage martingale. Et nu, on va l'envoyer sur nu j, à nouveau avec un couplage W-ρ optimal. Donc ça me donne un noyau de transition, et donc je vais calculer le J-ρ là-dessus, le J-ρ puissance 1 sur ρ. Et donc ça donne cette formule-là sans le W ni le Z. D'accord? Donc c'est cette intégrale x moins y. X, vous voyez bien qu'il ne bouge pas, et quand je l'intègre contre y, je calcule bien la moyenne selon ce noyau de Markov. Alors ce qu'on fait, c'est que justement, comme le noyau R est martingale, ça ne coûte rien de rajouter moins W plus Z, puisque ça va avoir une contribution nulle. Ensuite, on applique l'inégalité de Jensen, ici. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est l'inégalité de Minkowski. Et quand on applique l'inégalité de Minkowski, comme ce terme-là, disons, de x moins W ne dépend pas de Z et Y, on va pouvoir intégrer sur Z et Y, et comme c'est des mesures de probabilité, ces noyaux disparaissent. La même chose ici, donc on récupère les distances de Wasserstein. Donc ça nous donne la distance de Wasserstein entre mu et la projection.
Et puis après, on utilise le fait que la distance de Weierstein est une distance pour récupérer le 2, le facteur 2 qui était devant. Voilà. OK, donc ça c'était pour la projection sur les mesures qui étaient plus petites dans l'ordre convexe. Maintenant, on va, pour définir un peu ce qui serait l'analogue du sup, on va essayer de construire maintenant la projection sur cet ensemble-là qui sont les mesures qui sont plus grandes que mu dans l'ordre convexe. D'accord? Donc à nouveau, là, l'image c'est... donc j'ai nu qui est ici. Donc là, je vais avoir mu là. Je vais regarder l'ensemble des états qui sont plus grands que mu dans l'ordre convexe. Et ce qu'on va chercher à calculer, c'est la projection ici. Donc la projection, c'est ce qu'on va noter, la projection pour ρ sur l'ensemble P de mu. D'accord. Alors, à nouveau, alors là, on a besoin d'un peu plus. On a besoin de supposer... donc l'un, il est atteint, toujours par une mesure. Et on sait qu'il est unique si on impose que nu est absolument continu par rapport à la mesure de Lebesgue. Ou si on est en dimension 1, en quel cas on peut faire les choses plus explicitement. Et puis, de la même manière, on peut s'intéresser à la qualité de l'approximation. On a le même genre d'inégalité sur les distances de Weierstein. Donc, on sait que la projection de nu-j sur les mesures plus grandes que mu-i va être proche de nu si mu est proche de mu-i et si nu est proche de nu-j. OK. Et puis après, il y a en fait, en combinant cette inégalité avec celle-là, on a remarqué des choses plus surprenante, en tout cas, on ne s'attendait pas au début. Si je regarde, eh bien maintenant, parce que le problème précédent, donc je regarde les états qui sont plus petits dans l'ordre convexe que nu, et que je projette ici. D'accord, c'est le projeté que j'ai regardé tout à l'heure. Il se trouve que la distance en Weierstein entre ces deux-là et ces deux-là sont égales. D'accord ? Donc les deux distances sont égales. Et ce qu'on peut prouver, c'est qu'il y a toujours aussi un transport. Autant pour avoir un transport, pour avoir l'unicité de ça, j'avais besoin que nu était absolument continu, mais je sais qu'il y a toujours un transport qui m'envoie de cette projection vers nu. D'une part, et en plus, de manière assez curieuse, ce transport et ce transport-là, en dimension 1, on est capable de voir que ce sont les mêmes. Est-ce que c'est vrai en dimension plus grande, j'en sais rien. Mais donc, il y a ces propriétés un peu surprenantes qui viennent. Voilà. Par contre, d'un point de vue numérique, autant calculer la projection sur les mesures plus petites que nu, avec des mesures discrètes, on est capable de le faire. Comme je l'ai dit, c'est un problème de minimisation quadratique avec contrainte linéaire. Autant le calcul de la projection sur les mesures plus grandes que mu, ça, c'est pas... a priori, c'est beaucoup moins évident. Alors maintenant, je retourne en dimension 1. On peut se poser une question naturelle, c'est de se poser, savoir quelles sont ces projections. Et en fait, il se passe qu'en dimension 1, ces projections-là ne dépendent pas de ρ. D'accord. Et ce qu'on a obtenu, c'est en plus du résultat de Gozlan et ses co-auteurs, c'est qu'on est capable de caractériser et donc de calculer explicitement ces projections. Alors comment? Il faut regarder ces intégrales des fonctions quantiles de mu et nu. Eh bien, il faut calculer l'enveloppe convexe de cette fonction. Et alors, une fois qu'on a calculé l'enveloppe convexe, eh bien, on détermine les mesures, les projections sur l'ensemble des mesures petites que nu ou sur l'ensemble des mesures plus grandes que mu par ces égalités-là. Alors, d'un point de vue numérique, si on est dans le cadre discret, à nouveau, toutes ces fonctions sont des fonctions linéaires par morceau et tout se calcule. Voilà, et donc comme je l'ai dit, ces mesures ne dépendent pas de ρ. Et en fait, c'est un peu cette propriété, le fait que ça ne dépend pas de ρ, c'est pas si éloigné en fait de ce que j'ai raconté tout à l'heure, à savoir que quand on est dans P1 de R, eh bien, on a une structure de treillis. Et quelque part, il y a une mesure de probabilité qui est capable de minimiser pour toutes les puissances ρ.
grâce à cette structure de tri. OK, alors maintenant je vais présenter les résultats numériques qu'on a obtenus maintenant en dimension plus grande. Donc ce que je vais commencer par regarder, c'est le même exemple que tout à l'heure, mais tensorisé. D'accord, donc cette fois-ci, je vais prendre mu, une loi uniforme sur le carré moins 1, 1. Et nu, ça va être la loi uniforme sur le carré moins 2, 2. D'accord, et je regarde la fonction de coût. Mon but, ça va être de minimiser x1 moins y1 puissance ρ plus x2 moins y2 puissance ρ, avec ρ toujours un exposant plus grand que 2. Et de la même manière, donc le problème, quand c'est écrit de façon continue, c'est exactement le même problème que tout à l'heure tensorisé. Donc le transport optimal, martingale, c'est celui-là. C'est celui où je prends ma loi uniforme sur moins 1, 1, et je rajoute la variable aléatoire z, qui est un couple de variables aléatoires de radémarreur indépendantes. C'est-à-dire que je fais plus 1 ou moins 1 avec probabilité 1,5 sur chaque composante. Et quand je fais ça, j'atteins le coût optimal qui est 2. D'accord ? Alors, si le problème continu n'est pas plus intéressant en dimension 2 que celui en dimension 1, si on passe du point de vue numérique, ça change quand même la donne. Pourquoi ? Parce que je vais toujours travailler avec 100 points. Et donc, cette fois-ci, les 100 points vont à la fois jouer dans les deux dimensions. D'accord ? J'ai pas 100 points pour une dimension et 100 points pour l'autre. J'ai 100 points qui vont travailler dans les deux dimensions. Donc, quand même, d'un point de vue numérique, le problème n'est pas tout à fait de même nature. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on calcule les mesures empiriques, mu-i et nu-i. Et comme précédemment, comme on l'a vu, il vaut mieux recentrer les mesures. Donc, on va les recentrer en 0. C'est ce que j'appelle mu-til de i et nu-til de i. Et on regarde la projection Wasserstein pour la Wasserstein avec l'indice ρ égale à 2 de mu-til de i. Et on va regarder le transport optimal martingale entre cette mesure-là et nu-til de i, et donc avec i qui vaut 100. Et ce qu'on fait, c'est qu'on répète ça 100 fois pour faire un Monte Carlo, et on obtient, donc sur la valeur du transport optimal, on obtient cet intervalle de confiance pour la valeur du transport optimal martingale. D'accord, donc 2 est dedans, et bon, c'est relativement, c'est plutôt acceptable. Et ce qu'on attend maintenant pour visualiser, alors c'est toujours un peu autant en dimension 1, ça c'est simple de visualiser le transport optimal, parce que autant en dimension plus grande, c'est pas si simple. Alors une manière de visualiser ici, c'est qu'on sait que sur le couplage optimal, eh bien j'ai la relation suivante, j'ai y2 moins y1 qui vaut x2 moins x1 plus z2 moins z1. Donc j'ai la différence des y qui est égale à la différence des x, plus une loi de radémarreur, plus une différence de radémareur indépendante. Donc ça, c'est une loi qui va prendre les valeurs suivantes. Ça va prendre moins 2 avec probabilité 1 quart, 0 avec probabilité 1,5 et 2 avec probabilité 1 quart. Et donc ce qu'on s'attend, c'est de voir, on va tracer ces droites, et on s'attend à voir la moitié des points autour de la droite y égale x et 1 quart autour de chaque autre droite. Et voilà ce qu'on a. Donc vous voyez que c'est un petit peu moins bien, un peu moins concentré qu'en dimension 1 autour des droites, mais quand même, on récupère, donc c'est ce qui est tracé, les trois droites, et on récupère bien les points qui se concentrent autour du cas contigu. Alors ça, c'était un exemple joué. Après, maintenant, un exemple plus pratique. Si on regarde, on suppose que les lois vont être données par des lois log normales. Donc je regarde un vecteur gaussien de matrice de covariance qui est donné par ce sigma-là. Et donc, j'ai noté mu, c'est la loi de x1 et x2, avec défini comme ceci. Donc, x1 ou x2, c'est l'exponentielle de g1 moins sigma 1 sur 2, etc. Et nu, c'est, je rescale, donc c'est la loi où j'ai pris, c'est la loi normale, et maintenant j'ai pris comme matrice de covariance 2 fois celle-là. Donc, ce qu'on va regarder maintenant comme payoff, comme fonction de coût, c'est ce qu'on appelle une option best-of. C'est là où on regarde la meilleure performance. Donc, il faut voir y comme les valeurs à l'instant T2, disons. X, c'est les valeurs d'un couple d'actifs à l'instant T1.
et on regarde celui qui a réalisé la meilleure performance et on met la partie positive. D'accord, donc on veut avoir des bandes de prix sur cette option. Et donc pour ce faire, on va calculer les mesures mutile de I et nutile de I. Donc c'est les mesures empiriques qui sont recentrées. Donc là, elles sont recentrées en 1 parce que les moyennes sont 1. Et on va calculer le problème de transport optimal martingale entre mutile I et la projection de mutile I et nutile I. Donc le prix Black-Scholes, un modèle de Black-Scholes il est donné par cette valeur, peu importe, et on peut calculer du coup les valeurs qu'on a sur la borne 1 fait la borne sup, et on a bien le prix qui est entre les deux, et puis on a une certaine précision. Voilà, alors, par contre, après, pour visualiser, ça c'est pas tout à fait évident de visualiser un transport optimal martingale en dimension plus grande que 1. Donc là, ce que j'ai fait sur ces graphiques-là, ce que je vous présente, c'est dans ce plan-là, c'est les valeurs à la date T1, et ça, c'est les valeurs à la date T2. Et toutes les flèches, ce sont des transitions qui sont pondérées par le transport optimal. Donc ça, c'est pour le programme de minimisation, et ça, c'est pour le programme de maximisation. Donc après, c'est difficile à interpréter, c'est pas si évident. Bon, on peut comprendre certains aspects, mais c'est quand même pas très limpide. C'est juste pour vous montrer que les couplages optimaux, en tout cas, sont différents. Après, un point important, c'est le temps de calcul. D'accord ? Donc, par rapport au problème qu'on a en tête, ce qui est intéressant, c'est de comparer le temps de résolution des problèmes quadratiques avec le temps du problème linéaire qu'on a à résoudre pour le transport optimal martingale. Donc, je l'ai fait pour des mesures empiriques avec 100, 150 jusqu'à 500 valeurs. Donc, avec 100, c'est quasiment, c'est de l'ordre de la seconde, donc tout se fait assez rapidement. Et ce qu'il faut voir, c'est que le calcul de la projection Wasserstein, en fait, il n'est pas très dépendant de la dimension. Alors, bon, ça augmente légèrement, mais en fait, on n'augmente pas le nombre de contraintes dans le problème de minimisation. Et en fait, d'un point de vue numérique, il n'est pas beaucoup plus compliqué. Donc, la dimension n'est pas coûteuse pour ce problème-là. Pour le problème d'optimisation martingale, un peu plus, parce qu'en fait, dès qu'on augmente la dimension, bien les contraintes martingales font qu'elles opèrent sur chacune des dimensions. Et donc, en fait, le nombre de contraintes linéaires qu'on a aussi augmente avec la dimension, donc il y a un peu plus d'augmentation. Mais ce qu'on voit, c'est quelque part, c'est que la résolution du problème pour calculer la projection de Wasserstein est, en termes de temps de calcul, de même ordre que celle nécessaire à résoudre le problème linéaire. Donc, par rapport à l'application qu'on a en tête, disons, c'est satisfaisant. Par rapport à d'autres applications, par contre, ça peut ne pas l'être. Si on avait à calculer, par exemple, des projections de Wasserstein pour des mesures avec, je ne sais pas, 10 000 points, là, pour le coup, notre méthode serait trop longue. Alors qu'en dimension 1, comme je l'ai dit, on peut le faire pour n'importe quel, pour un nombre de points beaucoup plus grand. Donc voilà, donc pour conclure, dans ce qu'on a vu, c'est que les projections W2, on peut les calculer de façon efficace sur des mesures discrètes, et ça nous permet de récupérer l'ordre convexe. Donc ça nous permet du coup de réutiliser des problèmes de calculer le problème de transport optimal martingale sur des mesures discrètes, et donc ça nous permet de calculer avec une méthode de Monte-Carlo au même moment les prix et les bandes de prix. Donc c'était ça un peu l'objectif de notre travail. Alors après, on peut se poser la question de la précision des bornes de prix qu'on obtient. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme on est limité à une centaine de points, 500 points, disons, elle va être limitée par ce problème-là, en particulier. Et donc, parce que notre point de vue a été, là, dans tout ce travail, c'est de s'appuyer sur les algorithmes existants d'optimisation linéaire ou de problèmes quadratiques avec résolution linéaire. Si on veut aller plus loin sur le nombre de points, probablement, il faut essayer de sortir de ce cadre-là. Et donc, une approche considérée récemment, soit pour les problèmes de transport optimal classique ou martingale, c'est de relaxer les contraintes et puis d'utiliser des techniques type Sinkhorn pour résoudre ces problèmes.
Donc voilà sur les possibilités. Et puis après, il y a aussi une question dont je n'ai pas du tout parlé dans tout ça, c'est la convergence. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut garantir la convergence du coût optimal, enfin du problème de transport optimal martingale sur mes mesures discrètes vers celui de la mesure dans le cadre continu. Donc sur les exemples, ça semble tourner, mais en fait, ce n'est pas une question tout à fait triviale à prouver que finalement, l'inf qu'on obtient sur les problèmes discrets va bien converger vers l'inf du problème continu. Donc déjà, ça, c'est pas trivial. Alors, en plus, après, avoir des vitesses, bien sûr, serait intéressant, mais on est encore loin. Donc voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.